à tous et bienvenue dans l'émission Les Têtes dans le Cloud, un concentré de news tech forcément influencé par l'écosystème Microsoft et animé par des passionnés. Alors, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce 3e épisode. Et oui, on continue, on est là, on a des nouveaux micros, c'est une petite innovation à chaque épisode, on est content. Merci Antoine qui s'occupe de la réalisation. Alors, aujourd'hui au programme... Un programme comme d'habitude avec plein de punchlines. On va parler d'Avatar 4, Kevin, qui s'invite en exclusivité sur Teams, c'est ça? C'est ça, c'est ça. On n'en dit pas plus. On tease. On va se marrer. Avec Benjamin, on va parler de Power BI, qui, comme de par hasard. Voilà, direction le online et au-delà. C'est comme ça qu'on a appelé la news. On avance. Un petit pas. Un petit pas. Un grand pas pour nous. Oui, vrai. c'est vrai. Et enfin, 3e news, on ira voir comment le low-code est en train de se doper à l'IA, pardon, avec Romain. Avec les IA génératives. Encore des nouveaux gros mots. Encore de l'IA, toujours de l'IA. Et du low-code. On a dit que ce serait le sujet de l'année. On n'en démord pas. Et enfin, le gros sujet, est-ce qu'avec Microsoft Loop, la boucle est bouclée? Alors là... Il y a eu du jeu de mots, il y a du brainstorming. Ah là, on annonce le niveau. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à partager, à liker, à rejoindre la chaîne. Vous l'avez compris, 50 minutes d'expertise et de débat. Et on va démarrer tout de suite avec Kevin. Alors, comment Avatar s'invite en exclusivité dans Microsoft Teams? Eh ben, grosse production. En fait, la fonctionnalité Avatar avait été annoncée il y a presque 2 ans maintenant. En fait, Microsoft veut développer son métaverse. Et ils sont partis du constat qu'au final, avec le Covid, il y a eu plein de réunions qui se sont faites en ligne. Tout le monde n'a pas forcément envie d'allumer sa webcam parce que le fond n'est pas forcément valorisant. Le pyjama, par exemple. Et d'abord pour ça, ils ont commencé à sortir les fonds d'écran, déjà derrière. Et après, ça ne réglait pas le problème parce qu'il y avait des personnes qui voulaient tout simplement pas allumer la webcam. Et du coup, tu te retrouves dans des situations où en fait, tu passes ta journée à faire des calls avec une boîte noire en face. C'est pas agréable. Et c'est une vraie problématique. Ça, nous, en tant que consultants, c'est très dur à vivre, d'enchaîner. C'est ça. Et même en termes de bien-être, en fait, ça dépersonnifie complètement, en fait, ça déshumanise en fait les échanges que tu as avec tes interlocuteurs. L'équivalent, c'est comme si je faisais un coup de téléphone face à un mur. C'est ça, mais toute la journée. Mais toute la journée. C'est une conférence, toute ta semaine. C'est ça. Et même nous tous autour de la table, on a enchaîné des fois des jours et des semaines comme ça. Mais il y a un vrai sujet, ça pourrait faire l'objet d'un sujet de fond pour une transition, la déshumanisation que ça a provoqué. Nous, en tout cas, on a vraiment, pour moi, il y a un avant et un après 2020 dans les échanges, dans les réunions, alors pas avec les collègues, puisqu'on se voit de temps en temps en physique, mais avec, par exemple, avec des clients ou des fournisseurs qu'on n'a jamais vus en physique et qu'on a toujours vus sur fond noir. On voit qu'il y a... Parfois, ça ressemble un peu à des conversations d'automobilistes au feu rouge, on va dire. Hein. Parce que les gens on déshumanise complètement l'interlocuteur. Et c'est vrai que ça, c'est pas cool. C'est ça. Et du coup, c'est pour ça que j'attendais la fonctionnalité d'Avatar. Parce que pour moi, rien à voir avec le film. Rien à voir avec le film. Mais ça s'appelle pour les passionnés de cinéma, mais ce ne sera pas aujourd'hui. Ce serait pas ce Avatar 4 là. C'est pas ce Avatar 4 là. Mais l'application s'appelle littéralement Avatar, qui est en public preview, donc actuellement. Et donc je l'attendais avec hâte, parce que je me suis dit que c'était peut-être le bon compromis à proposer. Donc les personnes qui ne veulent pas allumer leur webcam, elles n'allument pas, mais les personnes qui n'ont pas non plus envie d'avoir une boîte noire en face d'elles toute la journée ou toute la semaine, elles ont un avatar. Donc la fonctionnalité est plutôt intéressante, donc il y a pas mal de personnalisation à faire. Donc, ça veut dire que la personne qui est un peu le roi de l'excuse n'a plus d'excuses au moins. Plus d'excuses pour allumer ça. Elle peut mettre son avatar. Le côté, mon Wi-Fi marche pas trop. Ça va. Alors, j'imagine que la bande passante elle prend quand même un peu. Non, justement. En fait, ce que j'ai regardé, parce qu'au début, je me suis dit, bon, d'un côté, ça va, on va dire, réduire peut-être les émissions que ton PC fait, parce que, mine de rien, Teams, avec la caméra et tout, en termes de bande passante et charge CPU, c'est quand même assez chargé. Donc, la minute GreenOps. La minute GreenOps, voilà. Merci, et j'ai essayé de voir avec Avatar, quand tu regardes dans la fonctionnalité Teams, l'état en fait, de ta transmission, ce que ça donne. Et ça a l'air assez inférieur. Parce que déjà, la résolution envoyée est inférieure à celle de ta webcam, déjà. Donc ça se voit, en fait, quand tu es sur un grand écran, c'est assez pixelisé. Alors, la question, c'est est-ce que ça envoie un flux vidéo ou est-ce qu'ils ont été au bout du truc et faire les technologies de jeux vidéo, hein, Microsoft étant aussi éditeur de jeux vidéo, et un jeu vidéo, il ne stream pas. Quand tu es dans un jeu massivement multijoueur, tu ne streames pas ton personnage aux autres joueurs. Ce sont des échanges d'informations qui sont régénérés en temps réel sur ton ordi. Ça, je sais pas. Ça, on sait pas. Ça, je sais pas. En tout cas, factuellement... Vu ta réponse, tu as un début de réponse, tu me dis, il y a un flux qui est
quand même élevé, mais plus faible que de la vidéo. Bah, Donc on n'est pas sur du fichier de l'envoi d'informations En code. tout cas, On est quand factuellement, même sur de l'image qui se transmet. bah, factuellement, il te dit que c'est une image qui est envoyée Ouais, avec une ok. résolution qui est inférieure à celle de ta webcam habituellement. Donc voilà la réponse. Et donc, ça a l'air d'être moins consommateur en termes d'énergie. Et je trouve que ça sympa. Alors, c'est vrai que les premières fois, vu que c'est une utilisation preview et que personne l'utilise, la première fois que j'ai utilisé sans prévenir une de mes collaboratrices, bah forcément, en fait, Ça choque un peu. ça choque un peu et C'est ça. tu te dis, mais en fait, t'as perdu la personne pour la réunion. Elle va se marrer tout le long. Voilà. Mais après, Tu je sais pas, regardes. je trouve que là, on est quelques-uns à avoir utilisé. Ça crée un espèce de, tu sais, d'engouement en fait autour. Tout le monde est plus enclin en fait à vouloir allumer ça. Et donc, concrètement, ça apporte quoi? Qu'est-ce Ça qu'on ressemble à fait? quoi, en Ça fait ressemble à quoi? Interactivité. C'est un Alors, fixe, ça ressemble à un espèce de, ça ressemble à une espèce de Sims en fait, si tu veux. Donc, en fait, t'es représenté de la tête jusqu'à ton tronc, en fait, tout ton tronc. Tu as 3 avatars que tu peux personnaliser. Donc, ta couleur de peau, tes cheveux, tes habits. Est-ce qu'il y a le bleu pour faire comme dans Avatar? Tu as le bleu pour faire comme le. Donc, Non, pas pour la peau. Pas pour la peau, les cheveux. Les cheveux uniquement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, tout ce qui est réaction que tu as dans Teams, applaudir, lever la main, etc., et ben, tout ça, c'est contextualisé à ton avatar. Donc c'est Mais pas un il filtre suit pas tes Instagram. mouvements, du coup. Il suit ta bouche. En fait, alors, c'est la bouche un peu, on va dire, comme l'animation japonaise, c'est qu'en fait, ça bouge, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien, et tu peux même choisir le niveau de sourire que tu veux donner à ton avatar. Donc par c'est défaut. pas un filtre Instagram. C'est pas un filtre Instagram. Mais je trouve que la fonctionnalité est franchement intéressante, c'est le bon compromis pour moi. Et alors, la grande question, est-ce que tu peux donner ta photo et ça Non, reproduit ça, ton on peut pas. visage? Non, on peut pas. Non. Pour l'instant, non. Par contre, tu as un niveau de personnalisation qui est assez intéressant. Tu as par exemple 4 pages de personnalisation juste pour ton visage. Donc c'est quand même pas mal. Est-ce que ça, on le compte sur le temps de travail, du coup? Je ne m'engagerai pas là-dessus. Et question, personnalisation. c'est une technologie extraite du métaverse ou c'est une vraie techno qu'ils ont réinventée pour En fait, l'occasion? ils ont annoncé les deux en parallèle. D'accord. Et donc, normalement, ça devait être une des features phares du métaverse. Et leur vision, en fait, sur le long terme, c'est que cet avatar-là soit utilisé dans ton écosystème Office 365, mais aussi dans l'écosystème métaverse qu'ils sont en train de mettre en place. C'est une feature gratuite? C'est une feature qui est gratuite. Ok, donc Il tout faut le monde juste- va l'avoir. C'est Ok, ça. Alors, pourquoi toi tu l'as aujourd'hui? Preview, quoi. Pour le moment, Pourquoi alors, toi tu l'as, Kevin, et nous on l'a pas eu encore? C'est Alors- ça la question. vous savez, alors peut-être que vous le savez à distance, il y a Teams, enfin Microsoft qui propose la nouvelle application Teams en ce moment qu'on peut tester. Moi, j'utilise. Voilà, mais la nouvelle application Teams, pour l'instant, ne prend pas en charge les applications, à part celle de Viva. Ok. Donc, c'est vrai. pour utiliser la preview, il faut utiliser l'ancien Teams, on va dire ça comme ça, activer la public preview et du coup installer l'application Avatar. Donc là on doit faire le choix entre la rapidité ou le fun. Ou le fun. C'est ça. Moi, j'avoue que j'alterne entre les deux. Et c'est vrai que tu es venu me voir, tu m'en as parlé et je t'ai dit non, je préfère la rapidité. C'est Ouais, vrai. je pense que ça dépend quand t'es en interne. Genre, moi, quand je vois t'es en interne, ça peut être intéressant. Dès que t'es avec un client, pouvoir switcher de tenante et avoir tes infos de ton tenante et que c'est chez le client avec le nouveau Teams, ça c'est tellement puissant que. Bon, l'avatar, on verra après. Mais en vrai, j'abandonne pas, je pense que je peux vous convaincre tous les deux. Ouais, Moi, je suis pas sûr de garder mon sérieux Si- si, si on on tu se mets fait un un- avatar toute la réunion. Si on se fait un mais- petit récap sur cette première news, plutôt pour, plutôt contre? Moi, pour, franchement. Pour Ouais, je pense que c'est unanime, hein, l'effet écran noir, on l'a tous vécu, c'est Ça, désolant. ça, on l'a vécu, mais pour moi, je ne suis pas sûr qu'une personne qui ne veut pas mettre sa cam voudra potentiellement mettre mieux Oui. l'avatar. Faut assumer l'avatar aussi. Faut assumer Et- l'avatar. Et il bouge aussi, donc tu te dis. Enfin, moi personnellement, si je veux pas mettre ma cam, c'est que je veux pas qu'on me voit du tout en fait. Et donc c'est que c'est le Toi- matin. Toi, t'aimes bien être un mur. Bah, ça dépend. Je l'ai trop vécu pour non, mais c'est une petite réunion d'une demi-heure rapide, peut-être t'as pas besoin. Et dans ces cas-là, je mettrai pas l'avatar. Sinon, je préfère mettre la Et cam. d'ailleurs, on peut Mais mettre du coup, une peut-être- capuche, non? Tu peux pas mettre. Alors, j'avoue que j'ai pas vu la tenue capuche, par contre, tu peux dabber. Alors, ça, Et pour j'ai moi, vu c'est une ça. killer feature. J'ai vu ça. Et tu peux mettre même tes C'était fonds. une killer feature il y a 2 C'est ans. ça. Maintenant, c'est moins. Bon, ouais, d'accord. Lily, C'est un peu la bourre, quoi. Mais tu peux mettre tes fonds d'entreprise Ouais, derrière. ok. Et ça, c'est quand même intéressant. Ah, tu surcouches deux fonctionnalités. Mais par contre, est-ce qu'on peut pas se dire qu'un jour ils feront l'inverse, c'est-à-dire que toi tu peux te mettre ton avatar, mais toi tu peux aussi, pourquoi pas, faire des avatars aux gens. C'est-à-dire si tu en as marre d'être sur des écrans noirs, quelqu'un qui est en écran noir, tu actives un avatar de ton côté pour lui, Oui. comme ça toi tu c'est inventes. intéressant. Ah, bah, sinon, tu mets un post-it sur ton écran et tu dessines un petit bonhomme. Et Parce voilà. que Et- finalement, c'est pour toi que tu le fais. C'est oui, pour c'est- un confort. Oui, c'est C'est ça. pour Donc un ce serait confort. intéressant que tu puisses avoir les avatars de tout le monde sans qu'on te pose de Ouais. questions, Et voilà. juste pour du confort Parce visuel. qu'il sera capable de C'est l'animer ça. de la même façon. En fait, il serait capable de l'animer de la même façon chez toi, puisque, comme tu dis, il faut appuyer sur le bouton applause, dab, etc. Donc, en fait, si la personne le fait de son côté, ça l'active chez toi, mais l'autre ne sait pas que tu as mis l'avatar. Voilà. Donc, et puis, en plus, tu mets les avatars que tu veux pour qui tu veux.
Et là, tu ne travailles plus. On va clore ce premier sujet. Bon, globalement, on les attend. On espère qu'ils seront customisables, qu'ils nous représenteront. Confort visuel, c'est ce qu'on s'est dit, un peu même mindset, d'avoir l'esprit occupé sur quand même quelqu'un qui C'est cool interagit. d'avoir des features qui arrivent, Ouais, qui c'est ça, un changent peu de un peu, nouveauté, c'est toujours cool, ça fait quoi. pas de Ouais, mal. c'est bien. Et par rapport au dernier épisode sur le métaverse, bon, on a un petit peu de métaverse dans Teams qui arrive avec C'est ça. le jumeau numérique C'est ça. finalement que l'on est sur Teams. On va passer au deuxième sujet. Alors pourquoi Power BI vers l'online et l'au-delà? C'est beau. C'est beau. C'est bon. Ouais, c'est beau. On va s'arrêter là d'ailleurs. Et ben voilà, fin de l'année. En fait, il y a un truc qui vient de sortir. Alors, pour remettre le contexte, Power BI, à l'heure actuelle, pour développer un rapport, on le développe via un outil qui s'appelle Power BI Desktop. Un outil qu'on installe en local. On tend de plus en plus à développer sur Power BI Online. Mais nous n'avons pas encore toutes les fonctionnalités. À l'heure actuelle, on pouvait créer un rapport, par exemple faire tout ce qui était visualisation. On pouvait aussi faire tout ce qui était récupération de données. Et il nous manquait une brique au milieu. Je récupère, j'affiche. Il fallait que je modélise au milieu, que je fasse toute la modélisation. Cette modélisation était possible via les data marts, qui est une fonctionnalité premium, donc qui ne concerne pas tout le monde. Et là, ils viennent d'ajouter justement cette brique du milieu, qui fait que maintenant, en ligne, je peux éditer mon modèle, rajouter des mesures en DAX, des colonnes en DAX, des tables en DAX, et faire tout ce qui est DAX, RLS, qui est le langage langage de calcul de Power BI. qui est un des langages de calcul du côté affichage. L'autre langage étant plus le M. Mais donc là, on parle plutôt un langage, donc Data Analysis Expression, qui permet de faire, qui ressemble un peu aux formules Excel et faire des calculs. Tout ça, le modèle et les formules, on va dorénavant être en capacité de le faire en ligne. Alors, il faut l'activer sur l'espace de travail en disant dans l'espace de travail, je veux autoriser. C'est une premium, enfin c'est une fonctionnalité premium du coup. Non, ce n'est Non, pas en une plus ça fonctionnalité vient premium. pour tout le monde. Ouais. Du coup. De ce Ok. que j'ai vu, je l'ai testé. Non, je l'ai testé sur mon espace de travail personnel, il n'y a pas de souci. Donc non, c'est non premium. Maintenant, à voir comment ça va se transformer, parce qu'on a toutes les briques. Bon, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse maintenant Tout faire. tout faire dans un Alors, seul surtout- truc. C'est un des grands reproches quand même qu'on fait à Power BI depuis longtemps, c'est que tu es obligé d'installer pour développer au Un moins software un qui software. change de version C'est mensuellement. ça, donc tu es obligé de gérer au niveau des SI du coup des mises à jour, Personne n'a les etc. mêmes mises à jour. S'il y a Qui une est nouvelle. plus gourmand en ressources aussi, du coup. Comment Ou ça le Power BI Desktop. Ah bah le Power BI Ouais, Desktop, il il aime dépend la de RAM. de la performance de ton Ouais, PC, du coup, etc. il est beaucoup plus accessible. Enfin, en tout cas, on s'oriente En tout cas, tu sur quelque chose de passerais plus une barrière accessible. qui est je n'ai plus à vérifier mes prérequis un peu genre technique de la machine parce que ça va être maintenu un peu plus côté online. T'as pas besoin de machine, tout ça. On revient sur le sujet GreenOps, hein. Ne pas renouveler ou changer du matériel inutilement. C'est De ça, garder tout à un fait. ordinateur un peu plus Plus longtemps. longtemps, surtout si c'est sur du SaaS. Totalement, et là on le voit, moi je le vois beaucoup chez mes clients à ce niveau-là, et c'est vraiment rien que nous, il y a beaucoup de clients qui nous disent, bah en fait, pour l'instant, Power BI c'est pas possible, on a X personnes, on va pas mettre à jour tous les mois le truc, on n'a pas l'outil, tout le monde n'a Ouais, pas En SCCM. gestion, c'est compliqué quand Même même. SCCM, faut que tu packages manuellement ton truc. Alors il y a une solution, c'est le Microsoft Store, qui te permet d'installer Power BI Desktop, et te permet de l'avoir la mise à jour automatique tous les mois. Mais dans 90% des entreprises, le Microsoft Store, il est désactivé. Les bannis, ouais. Parce qu'ils veulent pas que les gens puissent télécharger Minecraft et Netflix. Et- Alors j'ai vu par contre chez certains clients, alors là il y aura un sujet à creuser que moi j'ai pas, hein, c'est que dans le Microsoft Store, tu peux filtrer les apps que tu veux que les gens aient le droit d'installer. Et j'ai vu un client, moi, faire ça en autorisant Power BI. Et là, t'as un truc un peu qui se tiendrait. T'as le Power BI Desktop qui se met à jour, Dans tous les cas, si tu en arrives à j'ai vu un client qui a fait, c'est que c'est pas facile vraiment- d'usage non, pour une non, DSI. clairement pas. Et on a souvent entendu dire d'ailleurs que c'était un gros problème de Shadow IT. Hein. Bah, c'est un peu ce qui a fait le succès de l'outil aussi, c'est que tout le monde peut télécharger le desktop, faire son petit rapport dans son Ah coin, oui et et non. puis aller voir la DSI à un moment en disant j'ai un super rapport maintenant, comment est-ce que je le mets en production? Ah bah il te faut des licences. Bah moi je serais plus sur Et- l'inverse, tu vois. Ah ouais Parce que dans les boîtes que je fais, je trouve quand même... Alors il y en a encore, mais la majorité, les gens n'ont pas le droit d'installer les quelque chose premières, sur leur années, poste. les premières années, ça a beaucoup été ça. Le Oui, alors au desktop début, c'est ça. téléchargé. Mais est-ce que là, par contre, on n'est pas en train d'inverser le truc? C'est-à-dire que là, maintenant, les gens, ils bloquent. En gros, tu peux pas installer ta machine. Nous, on est dans l'IT, on peut. Mais les gens, dans les entreprises, la majorité, ne peuvent pas installer. Donc là, fin du débat. Mais là, est-ce qu'on n'est pas en train d'ouvrir une nouvelle porte? Et attends, tu pouvais pas le faire en local. Mais bouge pas maintenant, tu peux le faire dans Power BI Online. Est-ce que là, au niveau gouvernance, il va falloir T'as l'anticiper? intérêt d'avoir les Bah, bons droits en place. C'est toute la logique que nous, on a côté Power Platform et low-code. La gouvernance des technologies low-code Power Platform, qui est moderne, parce que le code, c'est vieux, mais c'est du full online.
Et Depuis le début. il n'y a rien à installer pour faire la Power Platform côté Microsoft et d'autres solutions low-code. Il n'y a rien à installer, c'est dans le navigateur. Et donc oui, clairement, c'est surtout depuis les 4 dernières années que la Power Platform côté low-code a pris. C'est quand on a démocratisé l'ouverture des services à tout le monde. Parce que ça faisait déjà depuis avant qu'on les avait de façon moins visible et moins développée. Mais quand ça a été marketé, salut, tout le monde peut en faire depuis le navigateur web, bah là, ouais, là c'est clair Ouais, que... sauf que nous, je le sais que côté Power BI, il y a beaucoup de bots, c'est bah non, en fait. Ouais. On aime bien Power BI, on aime bien le côté self-service, mais pas si self que ça. Donc il va falloir, et je l'ai regardé le panneau d'admin vite fait, j'ai pas vu l'option qui permettait pour l'instant de désactiver ça. Et ça va être Ça. important. C'est-à-dire que si si tu veux j'autorise avoir des groupes d'utilisateurs qui ont accès mais qui ne doivent pas toucher au modèle, là aujourd'hui, pour l'instant, on sait pas s'ils le ont les droits au niveau d'espace Drive d'activer cette feature, bah, ils potentiellement peuvent le ouais, faire. c'est ça. Donc Attention. C'est quoi l'écart là? Qu'est-ce qui nous manque pour aller sur du full bon, c'est que online? toutes les briques, ils les mettent dans un seul truc, ou quand tu arrives sur la page d'accueil, on puisse mettre créer le rapport et on fasse tout dedans, quoi. Là, je peux. Mais tu disais qu'on avait la première partie transfo de données. Ça s'appelle les data flows. Voilà. Donc c'est à On côté. a la partie visualisation historique. Ok. Et la partie on a le modèle. modélisation. Donc il nous manque quoi? Bah, d'avoir une passerelle entre trois, parce que c'est 3 modules différents. D'accord. C'est 3 modules Tu sais séparés. pas faire toutes tes étapes. Je pourrais, mais c'est pas du tout user-friendly en fait. C'est pas fait pour aujourd'hui. Tout n'est pas organisé pour. Je pourrais m'en sortir, mais parce que je connais l'outil par cœur, pour un utilisateur lambda. Et donc c'est peut-être serait volontaire pas- justement. Aujourd'hui ils mettent encore des silos pour que t'aies pas Pour- non, pour- je l'expérience pense complète. pour tester tous les trucs et voir si ça C'est fonctionne. sûr que c'est ça, ou question complètement newbie, hein, mais est-ce que c'est pas pour faire comme d'un côté j'ai Power Apps, de l'autre j'ai Power Automate? Est-ce que Non, parce que Power BI a toujours été conçu avec ces 3 modules, D'accord. récupérer, modéliser, Oui, parce qu'en termes afficher. de facture Ok. et de licence aujourd'hui, C'est la même c'est chose, le même ok. produit. Non, Ok. je pense que en fait, alors c'est un peu ce que aussi des fois je reproche, c'est qu'ils ajoutent des fonctionnalités Brique par brique, ouais. brique par brique, et après il y a jamais du attends stop, on rework le truc et on revient, on refait le truc. Tu vois, je le vois sur Power BI Desktop, une option, ils l'ont mis à 5 endroits différents, c'est la même, mais pour de l'accès, et en fait il n'y a pas de rework, il n'y a pas un peu de nettoyage. Il y a peut-être ce moment où on va arriver, ils vont nous dire ok, on a un peu tout ce qu'il nous faut, on voit comment on va rework le service Power BI Online pour justement faire un truc unifié. Je pense. C'est pas Power Automate Desktop justement qui est aussi encore en on-premise? Alors, ça n'a rien à voir. Power Automate Desktop a un monsieur. nom... Excusez-nous. Excusez-nous. Non, mais c'est un piège. C'est Ok, bien que je- tu tombes dedans parce qu'on va pouvoir faire une parenthèse Ok, à je sors. nos spectateurs. Power Automate Desktop et Power Automate... Non, mais il y a bien dans l'écosystème Power Platform Power Automate Desktop qui est un outil encore on-prem, enfin Oui, c'est on-prem. Bah, en fait, on-prem, ouais. c'est le but du logiciel. Le but du logiciel, c'est de quand même d'enregistrer et de capter, de faire de la captation de comportements et de reproduire les comportements Qui se font sur humains le qui PC. te font sur ton ordi. Ok. Après, C'est du vrai RPA, il enfin, du existe RPA, une version... genre, voilà, comme on l'entend au début, quoi. Voilà, c'est du Robotic Process Automation. Et globalement, il y a une version qui existe dans de l'Azure avec des machines pour exécuter des opérations comme un humain à distance sur un serveur. Mais la version desktop, c'est moi, j'ai une tâche répétitive longue qui ne demande aucune notion. Aucune plus-value à la faire. Voilà, souvent c'est genre recopier dans l'écran de gauche, dans l'écran de droite. Hein. Globalement, j'enregistre et je fais ça sur mon poste. Et chaque fois que je vais prendre un café, je lance le robot pour qu'il le fasse. Et pendant que je prends mon café, le robot, il me fait ça. Ou pendant que je prends ma pause déj. Donc là, il y a quand même tout un intérêt à avoir sur le poste. Même si, en vrai, bien sûr, on pourrait pourquoi pas passer côté navigateur, finalement. Mais là, il y a une vraie logique à être sur le poste, puisque tu es pour Parce que tu c'est pour enregistres des travailler. trucs sur le poste. Et c'est fait pour... voilà. Par contre, c'est la version locale. La version... là où tu as raison, c'est que la version, on va dire, un peu plus entreprise pour faire un RPA, hein, donc un robot automatisé d'entreprise qui tourne sur des serveurs, voire plusieurs instances tournent en parallèle et en simultané sur des serveurs, là, oui, peut-être que pourquoi pas dire que tu as un full web. Mais moi, ça ne me choque pas, même si on pourrait être tout en full Ouais, web. c'est lié à l'usage de l'outil. Du coup. Voilà, c'est pas une obligation d'être en desktop, mais Par c'est contre, pas choquant. Tu vas me faire une belle intro, c'est que parler de robots, parler Ouais. de low-code, c'est notre troisième sujet, c'est Les IA génératives. Donc, pourquoi le low-code va commencer à être dopé à l'IA, alors, augmenté. moi-même, le vrai sujet, c'est de Il y a le rebondir. nouvel EPO. C'est ça. Les nouvelles- ouais. Mais c'est plutôt même rebondir sur quelque chose qui, dans les milieux autorisés, cette semaine, a beaucoup buzzé, beaucoup d'articles et de vidéos. C'est les développeurs vont être remplacés par de l'IA. La presse grand public a adoré en parler cette semaine. C'est la fin des développeurs. Voilà. Et du coup, en effet, donc le lien, la vraie définition, c'est la montée en puissance d'une IA générative. Qu'est-ce qu'une IA générative? Une IA générative, pas donner la vraie définition, donc je m'excuse, je vais la vulgariser dans le contexte qui nous intéresse. C'est une IA va générer une réponse à un besoin qui sera un logiciel.
Voilà, c'est ça, voilà, c'est très vulgarisé. Si on parle de la partie code. Voilà, on la vulgarise Oui, beaucoup tout à parce que fait. il y a ChatGPT, tu vois, c'est voilà. Mais globalement, je veux juste dire là, on va parler dans le cas logiciel, répondre à un besoin par, en fait, il y a un besoin et je l'exprime. génère une solution et là en l'occurrence Qui est sous du forme, code. voilà, qui est du Ok. code. Les trois grands usages qu'on va retrouver, donc génération de logiciels, c'est la plus évidente. Un deuxième qui est audit et révision et correction de code. Et la troisième qui est l'assistance à la production du logiciel et pas la faire à ta place. Aujourd'hui, c'est quoi l'état des lieux très vite? La génération de logiciels, bon, c'est discutable. Il y a des cas, on trouve des cas magiques où ça marche. Globalement, c'est pas tip top, il manque un peu de contexte. On n'est pas sur du pro-dev. L'impact, par contre, audit et révision de code, là, il est top. Là, il est vraiment très intéressant parce que bête et méchant, je prends Il prend les normes et je prends des normes et je les applique sur l'intégralité de tout. il fait la moulinette. Ce qui résout un des grands problèmes du low-code, c'est souvent la personne voilà, qui n'est pas codeur, qui va faire une super app, mais très complexe, qui à Et un en plus, moment va te faire de la suggestion un de plat de correction. spaghetti Voilà, quand tu passes derrière. T'as dit le mot codeur. Et voilà, et va Pardon. surtout te faire de la Je sors une deuxième fois. de la suggestion de correction. Parce que des outils d'audit, moi j'en utilisais jadis, il y en avait, mais là en plus tu as des vraies suggestions pertinentes. Et donc sur ces 3 points, ben voilà, on sait que ça marche pas top sur la génération de logiciels, que c'est efficace sur la partie audit et révision. Et l'assistance à production, qu'est-ce que j'appelle là où c'est devenu intéressant. Vous êtes face à une nouvelle technologie, à un nouveau besoin, à une techno que vous connaissez moins bien. On a eu le cas, nous, d'ailleurs, cette semaine au boulot. On va, avant de commencer même à éplucher la doc, par exemple, on va demander à cette IA de nous faire le proof of concept. Alors, bien sûr, donc on est d'accord que ça fait pas exactement ce qu'on veut, etc. Mais on fait, fais-moi le proof of concept de mon idée. Ça te met la logique. Et du coup, tu fais, OK, il a été analysé toute la doc, il m'a généré un bout de code qui est très loin de ce dont j'ai besoin. Mais déjà, il m'a fait gagner un 3 monstres parce qu'il m'a initialisé tout le départ. Et ça, c'est intéressant. Ouais, c'est un starter kit. Quoi. Voilà. Et c'est là, du coup, finalement, en quoi c'est une révolution? Où est-ce qu'on va? Donc, oui, dans le low-code, parce que là, on va venir dans le low-code, hein, le low-code, no-code. Là, c'est intéressant. C'était la question que j'allais évoquer, c'est est-ce qu'on va vers le no-code peut-être Voilà. grâce aux IA génératives? C'est ça, justement. Aujourd'hui, c'est l'idée. C'est en quoi c'est une révolution potentielle pour le low-code, low-code. C'est ça. C'est qu'en fait, on va exprimer un besoin et avoir le début. Et c'est ça que j'insiste, le début. Et c'est la révolution où elle est. C'est qu'on avait déjà des choses qui nous généraient du code, des widgets, des trucs préfaits, des templates. Mais là, c'est ce côté langage naturel. Par exemple, même dans le no-code, on avait la capacité à, pardon pour le soi-disant, exprimer un besoin et obtenir une application low-code. Sauf qu'en fait, il fallait, ma critique pour ceux qui me suivent, c'était, alors attention, il fallait dire, alors, je souhaite concevoir une liste d'informations provenant de telle source de données. Ok, bon. Tu penses pas comme ça, tu parles pas comme ça. Alors, déjà, à la limite, nous, entre parle nous, comme ça, oui, toi, tu entre parles un nous. peu comme ça. Mais le citizen dev ne parle pas comme ça, donc c'était pour moi pas top. Là, le langage naturel va être capable de prendre l'expression de besoin d'un non-informaticien et d'initialiser le projet. Alors la promesse publique, c'est il va vous faire le projet. Moi, je préfère temporiser en disant il l'initialise. Et du coup, ça a permis de passer cette frontière. Et on a 3 objectifs qui vont être atteints sur le low-code. C'est pour ça que moi, je me concentre sur le low-code là-dessus. Parce que le low-code, il ne faut pas oublier qu'il faut que ça soit accessible, il faut que ce soit adopté et que ça soit un vrai gain de temps et un apport qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises sont face à des centaines de millions, hein, il y a plus de 700 millions d'applications qui vont arriver dans les quelques années qui arrivent, et personne n'a la force de frappe pour les faire. Le low-code, c'est aider en impliquant le business. Déporter cette charge Voilà. Et du sur coup, des outils de productivité. Voilà. Et ça va emmener vers la logique de fusion team, c'est-à-dire d'avoir des gens business, métiers, qui s'occupent du front et de la partie simple, et donc ça va les aider, et garder le complexe pour les pro-dev. Donc non, ce n'est pas la fin du pro-dev pour moi, c'est vraiment leur donner accès. Et pour les pro-dev en eux-mêmes, il ne faut pas oublier qu'aussi, ça permet de tenter des choses. En tout cas, là, on est plutôt sur de l'espoir et du court terme. L'initialisation sur les projets complexes et techniques. Parce qu'aujourd'hui, sur les projets très techniques, le socle et les bonnes pratiques, les normes, il y en a énormément à respecter. Donc, tu peux aussi dire, voilà, on peut s'imaginer, ça, on l'a pas faire bien encore, ça peut être un futur à court terme de se dire, quand on a un projet très technique, multitechnologique, etc., mets-moi le socle technique en respectant telle norme, telle norme, telle norme, et là, ensuite, on y va. Donc, on peut le voir aussi, ça. Mais ça, on ne l'a pas encore. On pourrait imaginer demain que le code d'entreprise soit paramétré selon des templates de gouvernance établis, et que finalement, tu puisses jouer dans un cadre maîtrisé. Mais on n'y est pas encore. Et pour moi, il y a 2 challenges qui restent. Il y en a un. Aujourd'hui, ces IA génératives sont
cloud et se basent de ce qui existe un peu partout, plus du contexte qu'on leur donne. Se pose un début de souci qu'on a vu apparaître, la propriété intellectuelle du code généré. Parce que si elle tombe sur des exemples ou des codes sources sur le net, même en libre, tout le mot, par exemple, même le mot open source n'est pas forcément compris par tout le monde. Tout l'open source ne veut pas dire que tu as le droit de le réutiliser chez toi, par exemple. Etc. Donc, il va y avoir et même vu qu'elles vont apprendre des choses. Ça, je pense qu'on va rapidement y arriver parce que c'est une attente du marché, des gouvernements, et on voit que ça va être tranché. Même une IA, elle apprend en permanence. Et donc, vu qu'elle va apprendre des choses en faisant ton code, c'est ça. Ce qu'elle a appris grâce à toi devient propriété. C'est d'ailleurs une des promesses de Microsoft et d'Azure de dire aujourd'hui, si tu prends leur version d'OpenAI, tes prompts, requêtes que tu utilises pour interroger l'IA ne servent pas à entraîner le modèle d'un futur GPT-5. Mais en soi, tu as envie aussi que tes concurrents, eux, ça apprennent parce que ça t'aide aussi. Donc en vrai, théoriquement, ça emmène tout le monde vers le haut. Voilà, mais c'est un vrai sujet. Et tu as un deuxième point que les gens commencent à se poser. Ces moteurs étant dans le cloud, mais tu as commencé à y répondre dans la première émission en parlant d'NVIDIA, c'est la sécurité. Tous ces transits cloud, on va passer de juste des échanges de données à des concepts et des idées et des générations de code qui transitent de cette façon-là et qui sont hébergés. Et ça, il y a une vraie question de sécurité. Nous, en tant qu'IT, on a des réponses. Sur la sécurité, on peut imaginer, il y a eu les annonces de Copilot sécurité, que à l'inverse, t'es demain des IA qui vérifient à peu près ton code et qui évitent d'éventuels failles. On va avoir des IA qui bossent avec des IA. Oui. Par contre, moi, ça m'évoque quand même quelque chose, Romain, c'est que on constate aussi, si on prend le cas de GitHub Copilot, que des fois, ça te sort de code qui sont compréhensibles. Tu comprends pourquoi il l'a construit, c'est-à-dire que c'est comme si tu faisais une phrase en français qui veut rien dire, mais tu as bien sujet-verbe complément, et tu dis bah oui, c'est une phrase française, mais elle ne veut rien dire. Et là, ce que constatent les équipes, des fois, c'est de dire bah attends, ça, la fonction n'existe pas. Il l'a créée, elle fait sens, elle pourrait vouloir dire quelque chose, mais elle n'existe pas. Donc est-ce que demain, on risque pas aussi d'avoir ces fameux citizen dev, donc ces personnes non techniques qui utilisent le low-code, bloquées à ne pas comprendre, parce que n'ayant pas justement ce savoir qui permet de dire, mais en fait, là, il me l'a complètement à l'envers, comme on dit. Mais pour t'apporter des éléments de réponse, déjà, il y en a un dans mon discours, j'ai principalement parlé au futur. Je ne considère pas parler au présent. Beaucoup de gens disent maintenant, tout de suite, c'est la fin. Non, moi, je veux parler sur des futurs courts, moyen terme. On va y arriver. Et le deuxième sujet que j'ai commencé à évoquer, qu'on en parlera plus dans une autre émission, c'est la Fusion Team. C'est que pour moi, c'est qu'il faut faire fusionner les métiers, les non-techniques, les citizen dev, avec les pro-dev, les IT pro, où tout le monde doit apprendre à mieux collaborer ensemble et à produire ensemble. Cette logique existe déjà dans d'autres métiers que l'informatique depuis très longtemps. Là. Quand je t'écoute, Romain, je suis en train de me dire pas de l'écosystème Microsoft, ne parle pas le franglais qu'on utilise, c'est monstrueux comme échange. C'est pour ça que j'essaye d'expliquer. Justement, j'explique derrière. Team et l'IT pro, là, t'es purement... C'est pour ça que la Fusion Team, j'ai expliqué derrière, justement, c'était ce concept. On n'y est pas encore. Hein. Alors, on n'y est pas encore. Même si les cabinets comme Gartner estiment que les entreprises les plus en avance en IT iront vers le Fusion Team généralisé depuis 2025 et les plus retardataires devront y être en 2030. Maintenant, c'est vrai, cette notion de mélanger des gens qui ont différents profils, différentes compétences techniques et non techniques dans un même domaine d'activité, c'est ce qu'on vise. Alors, nous, c'est ce qu'on vise. Mais on l'entend, nous, on le voit de plus en plus qu'on va moins tendre vers des techniques pour prendre des gens qui ont un côté fonctionnel bien plus puissant, parce qu'en fait, le fonctionnel, c'est plus dur à apprendre avec l'expérience que un outil comme moi, Power BI, que tu peux monter en compétence. Mais ça ne retire pas l'expertise pro derrière. Le truc, c'est que par contre, les deux doivent rentrer en temps. Il faut savoir que cette notion qui a l'air neuve pour la population informaticienne, en vrai, quand on cherche un petit peu, ça existe dans plein d'autres métiers depuis très longtemps. Les équipes les équipes Fusion Team à qui on donne ça va très vite. Mais on en parlera beaucoup plus une autre fois. Je pense que c'est un sujet complet. On pourrait passer pas mal de temps sur la Fusion Team. Mais là, moi, j'ai le débat du jour. Et d'ailleurs, il y avait débat déjà pour quelque chose, c'est le choix du titre. C'est qu'on a eu Microsoft Loop, la boucle est bouclée. Mais au départ, on était plutôt sur Microsoft Loop. À quoi ça sert? C'est pas un titre aussi accrocheur. Qui est un peu moins accrocheur, mais qui commence à exprimer un peu le fond de notre pensée, parce qu'aujourd'hui, on s'interroge. Donc, petit résumé, Kevin, c'est quoi Microsoft Loop? Donc, ça a été annoncé la première fois, je crois, en novembre 2021. 2021, déjà, ça fait 2 ans déjà. Oui. Après, on n'a rien entendu pendant 2 ans, ou quelques briques, tu vas nous expliquer ce que c'était. Et puis là, 22 mars, je crois, la preview est sortie, c'est public, c'est accessible, on commence à jouer avec. Qu'est-ce que c'est?
cette nouveauté. J'ai l'impression qu'il fait que jouer avec des outils. C'est ça, tu joues Je beaucoup. joue beaucoup, hein. pour ton J'avoue métier. que c'est Il met principalement son mon avatar et activité. il fait du loop. C'est ça ton métier de consultant? C'est ça, je fais du hula hoop avec mon avatar. Bon, blague pour y passer. En fait, il y a 2 ans, Microsoft avait annoncé en fait Microsoft Loop pour dire que c'est disruptif dans la collaboration. Et du coup, c'est la promesse où en fait, finalement, peu importe où tu travailles, peu importe ton outil, tes concepts de collaboration te suivent en fait dans Loop par le biais de composants Loop. Donc, C'est une plateforme de c'est une collaboration. plateforme de collaboration. Donc en fait, que tu travailles dans Teams, que tu travailles dans Outlook, dans Word, dans PowerPoint, peu importe, tu as un endroit qui centralise tout. Alors, petite parenthèse, on parle de loop L-O-O-P et pas de loop sur le comms. Non, L-O-O-P. Pas celle qui te permet de te zoomer sur. Voilà. Non, la loop, la Non, boucle. aussi pour La comprendre. boucle, c'est ça. Et pour que tout le monde comprenne les blagues pourries, on Ils est vont vendredi venir. soir avant le départ en vacances. Et Ah là, ça va être chargé là Pour aujourd'hui. que tout le monde c'était une comprenne. mauvaise idée de faire cet épisode à ce Voilà, moment-là. pour comprendre tous les jeux de mots qu'on va essayer de placer C'est jusqu'à ça. la fin de l'émission. On Et du reprend coup, notre il y loop, a, du coup, il y a 2 ans, ils ont annoncé ça. Donc le concept, pourquoi pas, c'est intéressant. Soit. C'est un peu un pont en fait entre les différents services finalement Donc, il collaboratifs. que tu jugeait as. que malgré tous les services qu'on a côté M365, on n'avait pas d'espace collaboratif suffisant. C'est ça, un c'était pas assez. agrégateur. quoi. Non, mais en fait, l'idée, elle était plutôt sympa parce que c'est un agrégateur. Parce que c'est vrai qu'au final, au quotidien, quand tu travailles, t'as beau travailler dans Teams, t'as forcément un moment tes mails qui vont arriver, t'as ton Word, ton PowerPoint. Bon, bref, en tout cas, c'était ça l'idée. Et t'as des composants, donc c'est une espèce de widget, en fait, pour ceux qui préfèrent ce concept-là, qui peuvent être posés un petit peu partout, là où tu travailles finalement. Et l'information, elle est mise à jour en temps réel entre tes différents outils. Donc ça, c'était la promesse. Ce qui s'est passé, c'est que Microsoft a déjà pousser ces widgets-là, ces composants Loop, dans Microsoft Teams et dans Outlook. Donc ça, c'est ce qui est arrivé durant C'est ce qui est l'année. arrivé d'abord par parcimonie. Ça, en donc 2022. 2022, c'est ça. Et c'est là où ça s'est un peu oublié, parce qu'au final, ça a été intégré un petit peu comme ça, donc comme une petite fonctionnalité. Il n'y avait pas réellement d'endroit qui agrégeait le tout. Après, petit à petit, c'est arrivé dans le portail office.com où tu pouvais retrouver tous tes composants Loop. Et là, depuis mars, comme tu dis, il y a enfin la solution SaaS qui est disponible en preview, donc qui est accessible dans office.com. Un portail sur lequel on Un se portail rend, où tu vas qui est dédié à Loop. à Loop, où tu peux créer tes différents espaces de travail Loop et tu peux retrouver tous tes composants à l'intérieur. J'ai du mal à contextualiser. C'est ça. Moi, je vais attendre. J'ai l'impression de voir un truc genre un- Je te laisse continuer. J'ai une question après pour toi. Bah justement, et c'était pour ça aussi l'idée de ce sujet-là, c'est... Ça sert à quoi? Ça sert Donc à quoi globalement, on a enfin, voilà, un portail Et qu'on sur débatte un lequel peu on arrive, là-dessus. on va créer des projets. On épingle Et des dans trucs. ces projets, on va pouvoir Créer des pages. mettre des éléments, des contenus, Des des widgets, widgets. c'est ça, Donc des ça peut widgets. être des tableaux de vote, des tableaux, Des des listes, des des mails, webparts. On des peut accrocher images, des du texte, mails, ouais. Alors- des liens. Alors, C'est assez pratique en fait- pour les liens, je trouve, parce que moi, souvent, j'envoie des liens sur Teams. Et en fait, tu perds les choses dans les flux. Oui, mais de... parce que tu les envoies dans le flux, tu pourrais les envoyer sur la page OneNote, tu pourrais les épingler. En fait, c'est En- là, Je c'est là, ne te permets pas de dire que j'utilise mal Teams. Non, mais en fait, c'est là où je suis un peu gêné Voilà. en fait sur la partie Loop, parce que moi, Il enfin me pour pique mon rôle de ouais. râleur. hein. Mais non, mais c'est vrai, mais en fait, pour ceux qui me connaissent, enfin, encore, je suis super fan, moi, des outils qui sortent comme ça. Mais là, pour le coup, je me dis, bon, voilà, ça m'interroge. Parce que Microsoft, en fait, avait proposé OneNote, Ouais. qui, pour moi, Déjà, on pouvait mettre des trucs faisait la passerelle, parce que Ouais. tu pouvais intégrer facilement un OneNote dans Teams. Alors, c'est vrai qu'après, quand tu devais le partager par mail, par exemple, à ton client ou à d'autres collaborateurs, tu faisais un transfert par mail, enfin bon, c'était Ouais. pas optimal. Là, bon, Loop, c'est intéressant. Je me dis, ok, ça peut faire la passerelle. Mais en fait, on est déjà dans un écosystème qui est ultra collaboratif. Et Loop, en fait, se positionne comme un concurrent d'un produit qui s'appelle Notion, enfin Notion, je crois. Ouais, Notion, voilà. Et plutôt c'est ça Notion. la vraie raison. Ouais. Et du coup, Notion, lui, existe dans un univers où il n'y a rien. Et en fait, il a une Notion- vraie place. c'est ça. Et Notion, lui, ce qu'il veut un peu, comment dire, disrupter, c'est le concept même en fait de fichier. Parce qu'au final, eux, Notion, ce qu'ils disent, et une autre société comme Notion, c'est que en fait, ils n'ont pas imposé un standard à l'industrie et du coup, ils ne sont pas obligés de se conformer à un fichier type DocX, XL, qui doit être ouvert dans un programme particulier. Et ils disent, en fait, nous, on s'en fiche. Nous, on s'inspire de l'écosystème web. On s'en fiche, en fait, finalement, de ce qu'est un fichier. On veut déstructurer complètement ce concept-là. Ils disent que Donc le nous, web on a est le zéro- nouveau fichier. voilà, nous, on a Plutôt zéro de créer un pression. PowerPoint et de collaborer à plusieurs dessus, C'est ça, on on a va zéro avoir un pression. portail participatif. C'est ça, avec Ouais, plein de mais, participatifs. mais là, tu mettez des notions. J'ai envie de dire, quelqu'un qui nous rejoint, là, qui n'a pas écouté le début de la conversation, qui ne sait pas qu'on parle de Loop, il entend, j'ai des gars, là, ils me causent d'un portail, d'une page web,
dans laquelle j'édite, je mets un titre, du contenu, du texte, la CMS. description. Voilà, tu m'ôtes les mots de la bouche. Alors, et c'est un truc, mince, ça s'appelle SharePoint, ça existe depuis 2001, il y a WordPress. À différence C'est d'un- quoi la valeur ajoutée par C'est rapport pas à un blog, WordPress tu En fait, c'est là où publies j'en- pas c'est là- des articles. Bah, en fait, c'est là où je je pense veux en, que c'est là où si je veux tu en venir. regardes En fait, ça- c'est que je pense surtout que Microsoft en fait voit Notion à côté. Il se dit bon, Notion, ils ont quand même une communauté qui grossit pas mal depuis Ok. 2021. Mais il y a une vraie Il y a communauté une derrière. base de 20 millions d'utilisateurs Ouais, là, c'est donc pas c'est anodin. assez jeune. En 2021, ça a On a été racheté des boîtes pour moins que ça. voilà. En 2021, Notion c'est coté à 10 milliards, Non, mais ce qui est pas mal. est-ce que c'est pas un buzz à la Zoom? Est-ce que c'est pas un buzz à chacun des outils? Parce que moi, ce que je vois comme côté critique, un CMS, ça fait la même chose. Et si maintenant je vais plus loin, il y a eu SharePoint. Après SharePoint, il y a eu Teams. Par exemple, et moi, ce qui me gêne, c'est qu'en vrai, à chaque fois, ces genres d'outils marchent, c'est le côté révolte contre. Désolé, je fais mon vieux avec la canne en On haut a du l'habitude. balcon. Mais j'ai envie de dire, Il sera tellement ce volant. ah ouais, mais ce je voisin là. on s'entraîne beaucoup. Mais moi, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas à chaque fois... Regarde, Zoom, globalement, moi, j'ai envie de dire, est-ce que Zoom, est-ce que Notion, c'est pas juste de la révolte contre l'entreprise qui, de toute façon, ne comprend pas mes besoins? Je suis un peu méchant avec les utilisateurs volontairement, hein, excusez-moi, c'est du jeu. Hein. Mais globalement, dans Teams, j'ai des onglets, j'ai des apps, j'ai des pages, j'ai des liens, j'ai mes mails, j'ai tout. Avant Teams, dans l'intranet d'entreprise, j'avais, alors nous on n'aimait pas le faire en tant que développeur, mais tous nos clients nous demandaient d'avoir dans l'intranet les mails, les tâches, tout ce que tu me listes était dedans, des pages que je conditionnais. Sauf que, alors maintenant je vais aller de l'autre côté, j'ai critiqué les utilisateurs, critiquons un petit peu les entreprises, hein, mettons-nous l'autre. Est-ce que c'est pas la faute à la gouvernance? Parce que rappelons-nous, au début, chacun des outils dont on parle, c'est open bar, c'est fantastique, on fait ce qu'on veut. Teams, au début, c'était le grand sauveur, en open bar, self-service, sans gouvernance. Ensuite, les entreprises maintenant ont toutes mis de la gouvernance sur Teams. Ah bah c'est pas gentil, je peux pas faire ce que je veux dans mon Teams. Allons dans Notion. Et en fait, moi j'ai peur de me dire, eh ben Loop, ok, c'est super, on fait ce qu'on veut. Et demain, toutes les entreprises vont nous appeler au secours. Expert Time, avez-vous une offre de service de gouvernance Loop? Oui monsieur. Non. Mais oui. Ou Et de- d'information. Voilà, et de formation. Et 2, 3 ans, 4 ans après, il y a après Notion, il va y avoir, je sais pas, Worldwide, Je vais aller dans Notion, ton sens, j'en Romain, sais sur rien, un truc, et c'est ce que Kevin a dit tout à l'heure. Tu as dit, on faisait ça dans OneNote. C'est aussi un problème de manque de maîtrise. Moi, j'ai une grosse frustration avec OneNote. Je sais que je l'utilise très très mal. On peut faire plein de choses. Quand je vois tes comptes rendus, je suis vert. Ouais, moi, Et- quand et je vois tu comment peux- tu l'utilises, où je l'utilise Ouais, c'est et ça. qui l'utilise, on n'est pas sur la On même n'est pas au même- utilisation. mais tu peux inviter du monde qui fait des OneNote partagés, des choses, et finalement, et pas très loin, un peu de semblant de ce qu'on ferait en loop. Et par contre, Teams au début. J'étais exprès Non, mais provoque. Teams au début, c'est un peu le côté, comme tu disais, c'était le nouveau Slack. En fait, sur Slack, c'était beaucoup de startups qui l'utilisaient pour faire de la collaboration projet. Et finalement, Teams, au début, on faisait ça, et on l'a un peu perdu. On l'a remis dans un flow un peu d'entreprise moins créatif, et c'est peut-être ça que Loop est en train d'amener. Est-ce qu'à chaque fois, par exemple, ne pourrait-on dire, notamment provocateur, que Teams est en fait SharePoint V2 et que Loop est en fait SharePoint V3, tu vois? C'est qu'au bout d'un... Parce que Loop a comme avantage, il est plus ergonomique, il est plus rapide, on l'a testé, on voit les gens taper sur le clavier en temps réel, on voit pas les mots se synchroniser ou les phrases, Est-ce que c'est on voit possible les pour lettres les- apparaître. Pour les jeunes générations? C'est ça. Oui, exactement, c'est juste C'est ce que j'allais dire. reproduire. Quel est le public? C'est peut-être un public aussi... Pas Enfin, plus jeune, arrivant, jeune. se dire- tu sais, quand tu arrives avec un legacy, avec d'un outil qui existe depuis longtemps, moi je suis plus si jeune, mais quand je suis arrivé, qu'on utilisait des outils depuis je sais pas combien de temps, pour t'y mettre, c'est compliqué. Quand tu as un nouvel outil en même temps qui C'est un- arrive. C'est un Exactement. peu ce que je disais, c'est exactement ce que je dis dans un article là. C'était qu'il y avait un ensemble de professeurs, par exemple aux États-Unis, qui se rendaient compte qu'ils avaient des élèves devant eux qui ne savaient pas ce que c'était la fonction enregistrée sous, en fait, dans un Ouais. fichier. Dans un dossier. Parce qu'en fait, T'as Tu tenu peux online. regarder maintenant. là, ce qu'ils online. consomment en fait de l'information de manière Ouais. complètement déstructurée, c'est de mode TikTok, Instagram, ils n'ont pas besoin de savoir où est-ce que l'information est rangée, ils savent en fait où est-ce qu'elle est. Et effectivement, le Notion, en fait, ça répond un peu à ça. Et quand ils disent que nous, on veut complètement disrupter la notion même de fichier, d'avoir un besoin de fait, d'avoir des logiciels spécialisés, d'avoir un fichier. Mais oui, de organique. savoir où j'ai enregistré ça, C'est ça. sur mon OneDrive, Alors, sur t'as, mon t'as une, poste. t'as une grosse différence, je pense qu'il faut dire, entre les deux. Une d'usage et une technique, c'est que Notion, tu peux ouvrir vers l'extérieur, alors que Loop, tu restes dans un écosystème M365 de l'entreprise, des Pour licences. l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant, Il y aura un non, mois mais premium. c'est quand même, Oui, c'est et quand puis même, nous-mêmes, c'est quand même de Teams taille comme aussi. différence. Teams aussi, tu pouvais pas partager au début. et Le après, deuxième c'est sujet, fini, on le fait. quand même, c'est la force, c'est l'intégration. Dans le- C'est le célèbre intégration M365, mais je trouve qu'il est intéressant techniquement. C'est que finalement, ce qui est arrivé le premier, c'était les composants Loop.
Qui n'a jamais été frustré de copier un tableau Excel On est dans un d'accord. Word et que tu as tout Tu as qui que pétait. l'image que tu Parce peux que- mettre. Oui, tu as que l'image où ton tableau il était complètement ton déstructuré chiffrage. parce que tu avais deux, finalement, Je deux vois pas de quoi plateformes. tu parles, mes tableaux sont toujours. Mais non, quand tu les collais dans un mail, il était, alors que tu avais passé du temps à le faire, tu perdais toute la police, la mise en forme. Et là, aujourd'hui, ils ont quand même réussi à créer techniquement, avec je crois que c'est le Fluid Framework, c'est ça Framework, ouais, c'est un ça. socle commun à tous leurs outils qui fait que ton tableau ou justement ta webpart, je sais pas, ton truc de vote, etc., tu vas le coller dans Outlook, dans un mail, de la même manière que dans un Word, et les gens pourront collaborer sur les widgets en live. Et ça, ça En fait, c'est un peu ce que. Oui, c'est cette notion de pont en fait, que je trouve intéressante. Par contre, là, aujourd'hui, en l'état, la manière dont Loop en fait, a été intégré, je vois plus ça comme une réaction de Microsoft à Notion, qui est grandissant. Alors finalement, le Fluid Framework aurait pu suffire de lui-même déjà techniquement. Dans peut-être, tu vois, mais en fait, la manière de. Notion en fait existe dans son univers tout seul, puisqu'il a que ça, en fait, au final. Alors que Microsoft, c'est déjà une plateforme fortement collaborative et tu mets un Loop en fait en plein milieu. Et pour moi, l'implémentation, et même par rapport aux promesses en fait, qui avaient été faites il y a 2 ans, on en est loin pour l'instant. Mais par contre, tu vois, moi. Et ça se branche mal. Mais pour revenir sur moi, quand en termes d'usage, j'ai fait mon côté critique. Maintenant, le côté, voyons, si on le voit comme l'évolution de choses qui existent, là, du coup, si on admet que c'est ça, jadis, il y avait un fichier PowerPoint. On voulait travailler dessus à plusieurs, on se l'envoyait par mail, et puis il y avait une victime qui faisait la synchro. Ensuite, il y a eu, on pouvait partager dans un fichier, dans la cloud, enfin partager et éventuellement coéditer. Ensuite, il y a eu pièces jointes partagées depuis le cloud, mail, lien unique vers un Teams ou etc. Mais arrive toujours le problème quand on veut juste intervenir sur un slide, une case, une partie de tableau. Je sais plus où aller. Là, voilà, et ça, Loop apporte cette réponse. Mais ça, moi, je l'entends parce que moi, j'ai vraiment parfois où je dois juste, on me dit vérifie le chiffrage, et je suis en mode. Les gars, envoyer tout le document. Les gars, genre, non, mais juste où? Quel canal? Ah non, pas non. Quelle version du chiffrage? Parce qu'il y a 5 onglets dans ton Excel. Je suis paumé en fait. C'est cette promesse-là. C'est cette promesse-là qui est bien tenue. Mais moi, je suis client. Tu peux commenter, tu peux rajouter pas mal de choses. Mais aujourd'hui, le problème de Loop par rapport à la promesse qui a été faite, c'est que c'est dispo dans Outlook, Teams, Word Online. En fait, c'est que c'est pas dispo dans chacun, c'est que c'est le même produit partout. C'est ça. Donc en fait, pour moi, ils ont dégainé. Enfin, rapidement, c'est normal, ils voulaient montrer leur vision, mais en fait. Voilà, il est pas sec, quoi, il est pas sec. Ça s'est perdu. En même temps, l'intégration doit être lourde derrière. C'est très lourd par rapport à messieurs, moi, j'ai juste une remarque là-dessus. Moi, Loop, là où j'ai été déçu, je suis content de ce que c'est, je vais l'utiliser en le voyant comme une évolution. Moi, la révolution que j'attendais, quand on voit Microsoft Syntec, Viva, les IA, etc., moi, ce que je voulais, c'était un logiciel qui me fait les regroupements thématiques. C'est-à-dire, OK, par exemple, j'ai le projet Tartampion 1. Et quand je clique dessus dans Loop, il va me montrer tous les canaux Teams, tous les mails, tous les documents. Et en fait, j'ai un endroit. Tu voulais des univers. Là, c'est plutôt toi qui crée tes univers. Voilà, je voulais des on n'a pas encore nos univers dans la whiteboard. Mais qui va plus loin que ce qu'on a déjà. Il y a des 2-3 trucs qui font ça et des outils qu'on a côté Microsoft. Mais je voulais un truc qui avait l'interface et l'ergonomie de Loop qui me permet de travailler en super temps réel, mais en mode suggéré. Plutôt qu'un espace amélioré. Et ça, j'aurais trop kiffé. D'ailleurs, je prends le mot là, parce que ça aurait été génial. C'est un message à nos amis de Microsoft. On veut des univers dans Loop, et ça arrivera peut-être. On va finir là-dessus, parce que je pense que, comme d'habitude, on ne sait pas tenir le temps, mais en même temps, on n'a pas vraiment envie de tenir le temps, parce qu'on s'amuse bien et on débat pas mal. Comme d'habitude, on espère que ça vous aura plu. Donc, les 3 sujets aujourd'hui, c'était l'arrivée des avatars dans Teams. Bonne nouvelle. Power BI qui va vers du online, le low-code, toujours plus d'IA, et c'est une bonne nouvelle pour la notion de low-code. Et finalement, Loop, si on tranche, pas tranché. Pour moi, belle promesse, j'attends de voir. Que ça vienne sec. Voilà, j'attends de voir. Demi-teinte. Moi, toi, t'as toujours pas compris. Si, mais j'ai pas vu. Il faut en fait, tant que je l'ai pas. T'es pas encore un utilisateur de Loop. Je suis pas encore un utilisateur, mais ça. je comprends le truc, je vois la promesse, je me dis, je suis chaud, faut que je vois maintenant. Il faut voir au quotidien. Exact. Voilà. Par contre, la promesse sympa, contrairement à Teams, c'est que ce n'est pas une révolution. C'est-à-dire qu'un utilisateur Loop ne va pas imposer Loop à ceux qui ne l'ont pas. On va faire un format YouTube avec des extras. Si tu veux que ça dure 1 heure de plus, tu peux en un clic. Comme d'habitude, on est ravis d'avoir partagé tout ça avec vous. N'oubliez pas de partager la chaîne YouTube, c'est important. Forcément, c'est ce qui nous fait tenir et avancer, même si on continuera avec 2-3 users. Et c'est pas le but.
N'hésitez pas à nous proposer des sujets aussi. Alors, on essaye toujours de surfer un petit peu sur l'actualité, bien sûr. Mais, et d'ailleurs, il y a une actualité qui va arriver. Hein, c'est que sur la prochaine session, normalement, on sera à peu près, d'un point de vue calendrier, au moment de la build chez Microsoft, qui est un gros événement orienté développeurs où vont arriver toutes les nouvelles features sur tous les produits. Donc, comptez sur nous pour forcément vous en relever quelques-unes. Et puis, du coup, on vous dit mais à très bientôt avec les têtes dans le cloud. Exactement. Au revoir. À bientôt, bye.